Bonjour, mon nom est Francis Leclerc. Mon film Le Plongeur est présenté cette année à Angoulême. Le Plongeur, c'est l'histoire d'un jeune homme de 19 ans qui, euh, qui décide d'abandonner l'école sans le dire à ses parents et puis décide de travailler dans un grand restaurant de Montréal. Puis on découvre tranquillement pendant le film qu'il est aux prises avec un problème assez sévère de jeu, en fait, des machines à sous qui existent dans tous les pays du monde. Et donc, il y a vraiment une dépendance à ça. Et le film se passe en 2002 à Montréal, en hiver. Donc, c'est un film autobiographique à quelque part, à quelques détails près, de Stéphane Larue, l'auteur du roman. Le roman qu'on a adapté donc dans les dernières années. Et c'est devenu un film. Ma copine est une grande lectrice. Elle aime beaucoup lire plein de choses, mais en particulier les romans québécois. On a beaucoup de bons romans québécois ici au Québec. Puis, elle m'a vraiment tendu le roman en me disant, je pense qu'il y a un film à faire avec ça. Ma copine est productrice aussi dans la vie, donc elle a le réflexe de toujours voir quoi adapter ou qu'est-ce qu'on peut faire comme projet avec des contenus. Donc, j'ai dévoré le roman. C'est quand même une grosse brique là, de 600 pages. Et ça m'a plu beaucoup, en fait. Ce qui m'a plu, c'est pas tant l'addiction au jeu, mais c'était de peindre un peu la vie d'un jeune homme de 19 ans dans cette époque-là. Ça m'a beaucoup plu. C'est un roman quand même assez noir, assez dur. En même temps, il y a pas, c'est pas une histoire de gangster, c'est pas une histoire de gang de rue, c'est un problème très quand même répandu, mais qu'on parle pas assez. Et l'axe du jeu est quelque chose d'intéressant parce que je trouve qu'on a beaucoup de films dans la cinématographie internationale où on est toujours aux prises avec des problèmes de drogue, de problèmes de famille, de problèmes de violence conjugale ou de problèmes de violence, point. Donc, il y avait quelque chose de plus subtil, je dirais, dans le sujet général du film. Comment qu'on peut dealer. Comme toile de fond est tellement intéressante avec la faune qu'on y retrouve dans cette cuisine-là, donc dans les cuisines, dans la plonge. Et notre plongeur n'est pas un plongeur olympique, mais bien un plongeur où il lave la vaisselle. C'est son premier emploi le plus sérieux dans sa vie de jeune homme de 19 ans. Je dirais que dans le roman, il y a beaucoup de choses. Le rythme est beaucoup plus lent dans le sens où c'est beaucoup une immersion. Le roman, il y a beaucoup de descriptifs. Il y a beaucoup de moments où il prend plusieurs pages, l'auteur Stéphane Larue, à décrire des situations, des endroits. On est plus dans la contemplation souvent. Nous, en l'adaptant, je dis nous parce que je l'ai adapté avec Éric Kaboulian, donc on était deux à adapter le roman, deux co-scénaristes. Mon désir, en lisant le livre, en fait, puis en imaginant un film, ça a été de me rapprocher du cinéma de Martin Scorsese des années 70. Donc, pour moi, j'avais comme le matériel montréalais qui pourrait se coller à quelques passages de films des années 70-80 que j'ai adoré de Martin Scorsese, en particulier ben, donc des années 90, dans ce cas-ci Goodfellas, où il y avait bon, beaucoup plus d'argent que nous, beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de stars internationales et tout ça, mais parfois dans la structure du scénario, moi j'ai voulu que le rythme soit effréné, qu'on est tout le temps dans la tête du plongeur et l'idée de la voix off, donc c'est un film à voix off de jeune homme de 19 ans qu'on est dans sa tête. Donc c'était dès le début, la voix off a été pensée dans le scénario V1. On voulait un rythme à poser avec la voix off collée aux images. Et moi, ça me permettait de faire un film très dynamique, en fait, et j'ai beaucoup pensé, moi, à faire un film pour mes enfants qui ont maintenant dans le début vingtaine. Donc, à ce jour, ils m'ont dit que c'était leur film préféré de leur père. Donc, je suis assez content d'avoir signé un film qui a plu, en tout cas, beaucoup aux jeunes au Québec. Puis ils se sont déplacés pour aller en salle. Donc, ça a été un beau succès, tout ça. Fait que moi, dans l'écriture, ce qui est important, c'est de rythmer beaucoup plus le roman pour répondre. Fait que,
Ben, moi, je te dirais que ça vient beaucoup de la comparaison avec Joe Patos vient vraiment de la relation que j'ai avec Éric Boulian, le co-scénariste. Et pour moi, Éric a été très important dans l'écriture et dans l'appropriation du contenu, dans le sens où lui a décidé, Éric, de rajouter beaucoup d'humour. Donc, il a décidé contrairement au roman, où c'est pas un roman drôle du tout, mais nous, pour rendre l'univers le plus accessible possible, je pense, pour le spectateur, on voulait que ça soit vraiment super amusant à regarder, en fait. Que ça, dès le début, fait qu'on dirait que les 20 premières minutes, 30 premières minutes, c'est presque une comédie. Fait qu'il y a quelque chose de sexy là-dedans, dans cet univers glauque, que les personnages se renvoient la balle sans cesse. Et donc, l'écriture à la comédie américaine, un peu, vient beaucoup d'Éric Boulian, en fait. Parce qu'Éric a signé tous les dialogues. Et moi, je pense que ça vient des dialogues, le feeling que tu as eu avec ces comédies américaines-là, mêlé peut-être avec un univers à la Scorsese. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait un film très américain, mais dans la québécitude, donc Ah avec oui. l'accent québécois et le parler québécois que vous connaissez bien. Ouais, ben, ça a été un long processus de casting. J'avais fait un premier casting 4 ans avant de faire le film. J'avais pas encore, j'avais les droits. On était en V1, V2 de la version du scénario, mais moi, j'ai voulu aller explorer, juste faire des auditions sans avoir encore le financement pour le faire. Donc, en sachant très bien que c'était juste une phase d'exploration. Puis, en fait, on a développé le langage un peu à partir de ces séances de travail-là. J'ai pas tout de suite trouvé mes comédiens, comédiennes à ce moment-là. C'est beaucoup plus tard, donc l'année d'avant, quand on a eu le financement, j'ai refait une autre séance de casting sur plusieurs jours. Et ici, j'ai pas été contraint du tout avec mon diffuseur, distributeur, producteur, productrice au Québec, bon, on a comme un star system, un peu comme en France, là, dans le sens où on a des vedettes qui sont connues à la télévision, qui sont connues au cinéma, mais particulièrement pour ce film-là, on dirait que mon objectif d'avoir un jeune homme de 19 ans, pas connu ou très peu connu du public, je voulais vraiment que les gens s'identifient au plongeur très rapidement. Donc, j'ai choisi Henri Picard, donc, qui fait le plongeur. Pour moi, c'était très important de ne pas avoir un acteur de 24-25 ans qui fait un jeune homme de 19. Pour moi, il y a tout d'un jeune homme de 19 ans. Puis, mon garçon a exactement le même âge que Henri. Donc, je sais très bien c'est quoi un jeune homme de 18-19 ans et les réactions et la naïveté qu'il peut avoir et tout ça. Et Henri avait ça à l'audition sans le travailler. Il manquait la maturité que je cherchais, en fait, pour faire une espèce de naïf contemplatif. Et c'est ce qui est dans le roman aussi. C'est un roman écrit au jeu qui se passe en 2002. Donc, avec un regard d'homme d'une quarantaine d'années sur sa jeunesse. Donc, avec un, un, un retour en arrière d'une vingtaine d'années. Donc, le roman est écrit comme ça. Pour moi, c'est important que le film le soit aussi. Donc, à partir de Henri, après, j'ai complété mon casting. Il y a beaucoup d'acteurs secondaires, là, je les énumérerai pas tous, mais avec qui j'ai déjà travaillé. Donc, je les connais très bien. Ils sont venus quand même en audition, ils ont gagné leur casting. Euh, Charles Aubéa, l'exception peut-être de tout le casting, c'est celui qui fait Bébert. Donc, le rôle principal très important avec le jeune plongeur. Donc, le cuisinier bourru, colosse, mal engueulé, qui est d'une sympathie extrême. Ça m'a pris beaucoup de temps à le trouver parce qu'on ne le trouvait pas. Moi, je ne connaissais pas du tout Charles Aubé avant. Et là, je l'ai connu en audition et il a été extraordinaire dès qu'il est entré dans la pièce. Donc, ça a été un match parfait entre lui et Henri. Et à partir de là, on a continué le casting et j'ai donné beaucoup de rôles à des gens avec qui je travaille souvent. Donc, il y a peut-être ce côté familier-là que moi j'aime sur un plateau qui revient à l'écran dans une cuisine parce qu'il faut une fratrie, il faut que les gens soient unis. Et ça paraît, je pense. Et beaucoup de ces comédiens-là avaient déjà travaillé ensemble. Donc, voilà, c'est un peu. Ici au Québec, le film a été perçu comme enfin des comédiens qu'on connaît peu, tous réunis ensemble et on croit tout de suite à la brigade dans la cuisine. Donc, ça a été un peu une clé, je pense, pour que les gens s'approprient le film très rapidement ici. En fait, moi, je trouve qu'elle est subtile. Elle est pas, tu sais, j'aurais pu écrire au début du film Montréal 2002. Bon. Mais c'est pas un film comme ça. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'immersion se fait beaucoup par l'auditif, par l'ouïe.
parce qu'il y a toute la cuisine, la brigade qui travaille dans la cuisine. On pourrait dire que les cuisines de Montréal d'aujourd'hui ressemblent beaucoup aux cuisines de Montréal de 2002. Donc, il y a des appareils électroniques peut-être un peu plus dans les cuisines, mais pas tant que ça, parce que les fameux poêlons qu'on voit qui sont complètement usés, bossés, il y en a encore partout dans toutes les cuisines de Montréal. Les fours, il n'y a pas beaucoup eu d'évolution. Donc, on ne sait pas trop dans quelle époque on est dès le début, parce que le film commence dans la cuisine. Mais ensuite de ça, moi, ce que j'ai voulu créer, c'est une ambiance via beaucoup les chansons de l'époque. Beaucoup, il y a une trame sonore quand même assez impressionnante, assez internationale, que moi, dès le départ, à l'écriture, donc, c'était dans le scénario. On suggérait des chansons qu'on entendait en arrière-plan. Évidemment, le death metal, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même l'ADN de tout le film, c'est que le jeune homme de 19 ans aime un genre de musique et c'est le death metal, donc la musique metal ou le metal, le death metal, tout ce que vous voulez qu'il y a le mot metal dedans. Et c'est un jeune homme qui est très ouvert à toute autre forme de musique. Il écoute aussi de la musique beaucoup plus légère ou des références des années 70-80. Donc, il n'y a pas une musique que vous entendez dans le film, il y a à peu près 25 pièces qui ne datent pas de 2002 en bas. Donc, la recherche que moi j'ai faite, c'est que moi, ce que j'écoutais en 1998 et plus, donc 98, 99, 2000, 2001, c'est tous des succès du Québec ou ben, des succès, en tout cas, ou des chansons que moi j'ai adorées à l'époque. Donc, c'est un peu ma jeunesse à moi que j'ai voulu rentrer dans le film par mes perceptions de ce que j'aimais à l'époque en musique. Donc, tout le long du film, les musiques ne sont pas du tout contemporaines d'aujourd'hui. C'est que des référents des années donc 80, 90. C'est ce que le plongeur écoute, ce que Bébert écoute, ce que Greg écoute. Donc, tout le monde amène des mixtapes dans la cuisine. Donc, on entend toujours soit du rap, soit du rock, soit du métal. C'est important dans le roman. C'est important aussi dans le film. D'ailleurs, dans le roman, moi, je recommande à n'importe qui de lire ce magnifique roman, c'est qu'il y a beaucoup de référents musicaux dans le roman. L'avantage d'un romancier, c'est que ça ne lui coûte rien d'écrire les référents. Nous, une fois qu'on veut entendre la pièce, ben, il faut évidemment payer les droits et ça a été une grande part du budget quand même. Mais dès le départ à l'écriture et même en faisant le premier jet du budget total du film, ça a été important de garder de l'argent pour la musique parce que pour moi, ça fait partie de l'âme du plongeur, toute la musique qu'on entend. Moi, j'avais peur quand même qu'on entende trop de musique. Je pense qu'elle est bien répartie. Moi, je viens du vidéoclip, hein. J'ai 51 ans, donc mon école à moi, ça a été de faire des vidéoclips pour des artistes connus du Québec dans les années 90-2000, directement dans la même période. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai mis des artistes que j'aimais, que je connais même. Tout ce qu'on entend de québécois, c'est des artistes que je connais. Donc, ça a été une partie de plaisir, en fait, de juxtaposer des musiques après sur ce film-là, qui est quand même un film assez avec une tendance, disons, à cause de toute cette musique-là, je trouve qu'il est emballant pour les jeunes, en fait. Et il y a comme un phénomène avec les jeunes de 20 ans. Aujourd'hui, ma réponse est très longue, mais quand même, euh, sur l'espèce de côté vintage des années 90-2000, il est excessivement là dans la vie de mes enfants. Et, ils écoutent du Prodigy, ils écoutent du Radiohead. Je veux dire, ça fait partie du film, donc ça leur plaît énormément, ce côté vintage qu'il y a dans le film. Donc, c'est dans le roman, c'est dans le film. On s'est fait plaisir. Oui, en fait, on a été chanceux parce que c'était un film tourné en fin de pandémie. C'était pas facile tout le temps parce que les rapprochements, bon, je ne vais pas revenir sur la fabrication d'un film en temps de pandémie, mais parce qu'on pouvait avoir des contacts physiques. Tu sais, dans un bar, tu peux pas promener ton acteur principal à travers 120 jeunes sans qu'il y ait des restrictions. Donc, on était dans une belle période ici au Québec à ce moment-là il y avait assez de liberté d'exécution par rapport au COVID. Donc, on a pu quand même tourner ce que moi j'avais en tête. Donc, la scène dont tu parles, où il y a du Prodigy dans un bar un peu dance, un peu qui ressemble pas du tout en fait au plongeur, avec de la musique. Le Prodigy, ça m'a fait plaisir, mais dans le sens où après, il y a plus de la musique lounge que le plongeur n'aime pas du tout en fait. Donc, il se sent mal dans cette scène-là. Mais pour moi, c'est important qu'on sente toute la jeunesse, les gens qui dansent. Ça a été la mise en scène d'un long métrage dans ce cas-ci, elle est tellement intéressante à faire parce que je prends le temps.
je pense que le plan circulaire dont tu parles, il m'a pris une demi-journée à faire, juste le placer. Plusieurs journées de répétition avant, placer la figure, la choisir. Ça a l'air de rien, mais juste l'époque dans le costume de chaque figurant a été pensée. Montréal a été beaucoup maquillé pour pas voir Montréal 2023. Donc, il y a la nuit nous a aidé à ce sens-là quand même, dans ce sens-là, parce que maquiller Montréal en pleine nuit est plus facile que Montréal en plein jour. Mais c'est un film de nuit. 85% des scènes se passent la nuit. Le plongeur se réveille en plein hiver, il est 3 heures l'après-midi. Il commence à faire noir ici à 3-4 heures l'après-midi. Donc, j'avais peur que le film soit trop sombre, mais je pense que par les personnages, par leur côté très coloré, leur côté lumineux, en fait, je pense que le film n'est pas sombre. Et c'est ce qui fait que le film est agréable à regarder. Et puis, je pense qu'il est le fun à re-regarder une deuxième fois parce que, euh, en fait, c'est pas un film où tu veux t'ouvrir les veines après. Au contraire, je pense qu'il y a plein d'espoir et c'est un film positif et lumineux. Oui, puis d'ailleurs, ben, l'actrice qui fait cette amoureuse-là, j'ai fait mon autre long métrage avec elle 2 ans auparavant. Donc, Jade Charbonneau, qui est magnifique. Puis pour moi, Jade a accepté de venir faire un petit rôle. Ce rôle est quand même très important, mais moi, c'était mon lead dans mon autre film. Donc, je la connais très bien. Et elle connaissait quand même Henri, donc ça marchait bien, les deux, ils ont le même âge. Pour moi, ben, c'est peut-être il y a un côté intéressant à ces scènes-là dont tu parles avec l'amoureuse d'avant, quand on fait des flashbacks, c'est que l'appartement où on a tourné, c'est quand même un pouvoir de réalisateur dans le sens où tu te promènes dans Montréal. Moi, à leur âge, j'avais un appartement à Montréal et j'ai comme voulu aller le revisiter. Donc, l'appartement qu'on voit en haut sur la corniche, coin Saint-Denis et la rue Villeneuve, ça voudrait que je parle de Denis Villeneuve, mais c'est vraiment coin Saint-Denis et la rue Villeneuve. C'est là où moi je résidais quand j'avais leur âge. Donc, mon directeur de location est allé visiter l'appartement. Il m'a appelé, il m'a dit ben là, ils veulent que tu viennes visiter, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je suis retourné dans mon premier appartement de Montréal quand j'ai déménagé parce que je suis un gars qui vient d'une autre ville de Montréal. Donc, j'ai revisité ma chambre, la cuisine, tout ce qu'on voit dans le film, c'était mon premier appartement à Montréal. Donc, on peut s'offrir en tant que réalisateur une espèce de voyage dans le temps réel. Et là, il y avait d'autres colocataires, évidemment, mais des jeunes. Puis, il n'y avait pas grand-chose de changé. Il n'y avait eu aucune rénovation. C'était magique, en fait. Donc, quand on tourne, on a peu changé les éléments de place. Quand ils viennent s'embrasser dans le lit, qui est une courte séquence, c'est là qu'était ma chambre. Donc, le petit balcon où on les voit, tout ça, ça dure quelques secondes, mais moi, c'était ma vie à ce moment-là, dans les années fin 90. Donc, ça a été un espèce de voyage dans le temps très réel pour moi, d'amener deux acteurs de 19-20 ans que j'adore dans un peu ma vie du passé. Donc, on y met beaucoup de soi, dans le fond. Ça reste pour moi un film d'auteur très accessible, ce film-là, Le Plongeur. Donc c'est, c'est une petite anecdote pour moi, l'affaire de l'appartement dont je te parle, mais pour moi, ça veut tout dire dans ce film-là. Il y a beaucoup de ça dans le film. Je me suis fait beaucoup plaisir par rapport à ma jeunesse des années fin 90, en fait, il y a 20 ans. Bon, on parle beaucoup on dit souvent nos cousins français, nos cousins québécois. Bon, moi, je trouve que la langue est notre liant, en fait. Parce que moi, contrairement à beaucoup de gens à Montréal, moi, j'ai de la difficulté à parler anglais, par exemple. Mon anglais est très de base. Puis quand moi, je rencontre des gens de la francophonie, donc de la France, de la Belgique, de la Suisse, puis que la langue n'est pas une barrière, donc c'est mon premier moyen de communication avec un autre pays, en fait, c'est la langue. Donc, moi, j'ai une facilité de communication avec les pays francophones. Euh, pour moi, le cinéma français a toujours été super important dans ma vie parce que j'ai appris et aimé le cinéma à travers les films qui utilisaient ma langue. Donc, le cinéma québécois a été très important pour moi. Tout le cinéma des années 70, 80, 90, je le connais assez par cœur, dans le sens où il n'y a pas grand film québécois que je n'ai pas vu. Mais je pourrais dire la même chose des films français des années 70, 80, 90, parce que l'accès qu'on avait à l'époque dans les cinémas du Québec, il y avait beaucoup, beaucoup de films français, contrairement à aujourd'hui,
où là, je dois dire qu'il y a un manque incroyable de films français au Québec. Avec les plateformes, oui, on peut aller en chercher, mais on est vraiment moins au courant de ce qui se passe côté actualité, nouveauté française. Nous, tout ce qu'on regarde, tout ce qui arrive chez nous, ce sont vos comédies d'été, vos comédies qui ont cartonné. Le dernier film français qu'on a vu, c'est les Trois Mousquetaires, parce que c'est un grand déploiement, parce que c'est un film que les gens peuvent aller voir en se disant que c'est un grand spectacle, donc à l'américaine. Donc, les films français d'auteur que moi j'ai adoré quand j'avais 20 ans, on ne les voit plus. On est moins au courant. Moi, je trouve que on a une espèce de... Il y a un lien à faire avec le cinéma français et québécois par la langue, pas tellement par comment on vit, je pense qu'on est différents, mais pour moi, les films de Cédric Clapiche, ça a été super important dans ma vie parce que je me reconnaissais dans le jeune qui a plein d'amis internationaux en voyage à Barcelone ou à Paris ou dernièrement avec sa série Salade grecque. Je veux dire, tous ces personnages-là de Cédric, pour moi, ça a été très important. Et la preuve, c'est que mes enfants qui ont 20 ans dévorent du clapiche depuis qu'ils savent que ça existe. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque remplie de films. Donc, les films français occupent une grande partie de ma bibliothèque chez moi. Donc, mes enfants ont pu découvrir les films de Blier, de Jean-Jacques Hano, puis de Cédric Lapiche par le biais de ma collection. Chose que les jeunes n'ont pas accès à ma bibliothèque, à part mes enfants. Donc, moi, je trouve que c'est dommage, en fait, ce qui se passe avec la diffusion du cinéma français et francophone en général, ici au Québec, il y en a de moins en moins. Et c'est la même chose quand on va en France. Il n'y a vraiment pas de film québécois qui joue en France. C'est exceptionnel quand un film québécois est choisi par un diffuseur. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne se sert pas de notre langue pour plus communiquer entre nous. Puis les festivals comme Angoulême, puis tous les festivals plus petits ou plus gros qui prennent le cinéma francophone sous leur aile, ben, je trouve ça super important de participer et de communiquer, de faire des entrevues comme on fait. Je veux dire, c'est la langue qui nous unit en ce moment. Et le cinéma, bien sûr, parce que je vois bien que tu es cinéphile, mais pour moi, c'est super important, cette connexion-là qui se fait beaucoup par la langue française. Mis à part la nouvelle vague, bon, Truffaut, Godard, etc., qui ont été très importants pour moi, moi, je vais citer, en fait, pas nécessairement des films précis, mais moi, j'ai fait 6 longs métrages dans ma vie. Je pense que j'ai voulu faire des films très différents parce que moi, j'ai fait des films d'époque des années 20 qui se passent au Québec. J'ai fait des films comme Le Plongeur. J'ai fait rarement des films contemporains dans mon époque actuelle. Je pense que j'en ai fait un sur les 6. Donc, ça vous dit un peu pourquoi j'aime les voyages dans le temps. Euh, et j'aime les cinéastes qui font des films différents. Alors moi, je nommerais simplement des cinéastes comme Audiard, Jean-Jacques Hano, des cinéastes qui, pour moi, ont fait des films tellement différents d'un film à l'autre et qui osent changer de registre, qui osent faire Le Nom de la Rose 2, 3 ans après avoir fait La Guerre du Feu. Je veux dire, La Guerre du Feu est un film muet avec juste des sons, mais il y a un langage quand même. Et après, un film verbeux avec Sean Connery où il n'arrête pas de parler. Je veux dire, pour moi, c'est le même cinéaste. Pour moi, ça me fascine. Il a fait L'Amant, il a fait. Pour moi, c'est un grand cinéaste qui ose faire des choses différentes. Pour moi, la période des années 90 de Jean-Jacques Hano, 80, 90, est déterminante dans ma façon de voir le cinéma aujourd'hui. Donc, c'est un exemple. Il y en a plein. Audiard, il fait des films magnifiques, complètement différents. On le reconnaît quand même de film en film. Mais pour moi, c'est un grand cinéaste. Et, je veux dire, il y a beaucoup de grands cinéastes français, moi, qui m'ont complètement euh, impressionné. Et c'est dans ces films-là que moi, je me reconnais, en fait. En tout cas, j'essaie de faire des films différents, un peu comme ces cinéastes-là qui m'ont marqué.